Un silence glacial s'abat sur la cabine de première classe lorsque la main de l'hôtesse de l'air s'écrase violemment sur la joue d'une mère noire tenant son bébé dans les bras. Le claquement résonne comme un coup de tonnerre, faisant sursauter les passagers. Le bébé hurle, terrifié, tandis que l'hôtesse, le visage tordu par la colère, crache des mots venimeux. « Je vous avais dit de rester à votre place. » Personne ne sait que, dans l'ombre de la cabine, une femme élégante observe, son téléphone enregistrant chaque seconde de cette abomination. Elle n'est autre que Claire Beaumont, épouse du PDG d'Horizon Airways, infiltrée incognito pour démasquer la culture toxique de la compagnie. Cette scène choquante, capturée en direct, va ébranler une industrie entière et révéler des vérités insoutenables. Avant de plonger dans cette histoire d'injustice criante, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la lutte contre les discriminations et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer votre indignation face à ce scandale. Votre voix compte. Que s'est-il passé ensuite pour transformer cette tragédie en un combat pour la justice? Préparez-vous à une histoire qui vous fera bouillir de colère et vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Amélie Dubois, une chirurgienne pédiatrique de renom à l'hôpital Necker de Paris, avait planifié ce voyage depuis des mois. Ce vol d'Horizon Airways, reliant Paris à Marseille, était le premier de son fils de 4 mois, Noah. Amélie, femme méthodique et organisée, avait tout prévu. Biberon, couche supplémentaire, casque anti-bruit pour bébé, vêtements de rechange, couverture thermique. Tout est prêt, murmurait-elle en vérifiant son sac à main, un rituel qu'elle répétait depuis une semaine. Ses collègues, comme le docteur Michel Garnier, l'avaient rassurée. « Amélie, tu as littéralement écrit le guide des jeunes parents pour l'hôpital. Si quelqu'un peut gérer un vol avec un bébé, c'est toi. » Pourtant, une angoisse sourde la tenaillait. Pas à cause de ses compétences de mère, elle avait confiance en elle, mais à cause des récits de ses amis noirs sur les défis du voyage en avion. On dirait qu'ils s'attendent à ce qu'on échoue, lui avait dit son amie Aïssatou, une avocate, lors d'un dîner. Amélie avait balayé cette pensée, refusant de céder à la paranoïa. Elle avait investi dans un billet en première classe pour plus de confort et d'espace, pensant que cela simplifierait l'expérience avec Noah. Mais dès son arrivée au comptoir d'enregistrement de l'aéroport Charles de Gaulle, elle sentit un regard pesant. « Billet et pièce d'identité, s'il vous plaît », lança l'agent d'enregistrement sans lever les yeux. Amélie, tenant Noah d'un bras, tendit ses documents de l'autre. L'agent, une femme d'une quarantaine d'années au chignon impeccable, examina le billet, puis Amélie, avec une moue dubitative. « Première classe? Vous êtes sûr ?» La question lourde de sous-entendu flottait dans l'air comme une accusation. Amélie, gardant son calme, répondit d'une voix ferme « Oui, parfaitement, j'ai choisi ce billet exprès. » L'agent pinça les lèvres, scrutant l'écran comme si elle cherchait une erreur. Après un silence tendu, elle valida les documents. Porte 12. L'embarquement commence dans 1 heure. Amélie s'éloigna, mais à peine avait-elle atteint la file de sécurité qu'un agent de la TSA, un homme trapu avec un clipboard, lui tapa sur l'épaule. « Madame, vous avez été sélectionnée pour un contrôle supplémentaire aléatoire. » Amélie jeta un coup d'œil autour d'elle. Des dizaines de passagers passaient sans encombre. Mais elle, avec Noah qui commençait à s'agiter dans son porte-bébé, était la seule arrêtée. Dans une salle à part, ses sacs soigneusement préparés furent vidés, fouillés, palpés et testés pour des résidus d'explosifs. Chaque couche, chaque biberon fut inspecté, comme si elle transportait une menace. 20 minutes plus tard, libérée mais en retard, elle courut vers la porte d'embarquement, son cœur battant à tout rompre. À la porte Q12, l'embarquement des familles avec enfants en bas âge était déjà en cours. Amélie, essoufflée, s'approcha de l'agent. « Je suis éligible pour l'embarquement prioritaire, » dit-elle, désignant Noah. L'agent, un jeune homme aux lunettes cerclées, répondit sans la regarder. « Ce groupe a déjà été appelé. Vous devez attendre votre tour. » Amélie ravala sa frustration, consciente que protester ne ferait qu'aggraver les choses. Quand son groupe fut enfin appelé, elle entra dans l'avion, seulement pour découvrir que les compartiments à bagages près de son siège en première classe étaient déjà pleins, remplis par les sacs des passagers embarqués plus tard.
En pénétrant dans la cabine de première classe, elle sentit immédiatement les regards. Une femme âgée, élégante dans un tailleur beige, laissa échapper un soupir théâtral en la voyant s'approcher. Un homme d'affaires, costume gris impeccable, marmonna quelque chose à son voisin en roulant des yeux. « Excusez-moi » lança une voix tranchante derrière elle. Amélie se retourna pour faire face à une hôtesse, son badge indiquant « Sophie Laurent ». « Ceci est la cabine de première classe », dit Sophie, son ton dégoulinant de condescendance. « Je sais », répondit Amélie, tendant son billet. « Siège 2B ». Sophie examina le billet comme s'il s'agissait d'un faux, ses yeux plissés. « Vous êtes sûr d'être au bon endroit ?»« Peut être une erreur. » Amélie sentit son pouls s'accélérer. « Aucune erreur. Voici mon billet. » Sophie s'écarta à contre-cœur, mais son regard disait clairement qu'elle estimait qu'une femme comme Amélie n'avait rien à faire là. Alors que les annonces avant le décollage résonnaient, Amélie installa Noah dans son porte-bébé, son sac à langer coincé sous le siège, difficile d'accès. Noah, inconfortable, commençait à montrer des signes d'agitation, ses petites jambes s'agitant frénétiquement. Amélie savait qu'elle devait le changer avant le décollage. « Excusez-moi » appela-t-elle doucement alors que Sophie passait. « Puis-je utiliser les toilettes pour changer mon bébé maintenant ?» Sophie s'arrêta à peine. « Nous sommes en phase finale d'embarquement. Les toilettes sont fermées jusqu'à ce qu'on soit en vol. » Amélie hocha la tête, mais l'inquiétude monta alors que les pleurs de Noah s'intensifiaient. À travers l'espace entre les sièges, elle vit un homme blanc âgé, 2 rangées devant, se lever et se diriger vers les toilettes de première classe. Sophie, loin de l'arrêter, lui tint la porte avec un sourire mielleux. Amélie sentit une colère sourde monter en elle. « N'ai-je pas été claire ?» dit-elle lorsque Sophie repassa. « Mon bébé a besoin d'un changement urgent. » Sophie se retourna, son ton cinglant. « Et comme je l'ai dit, l'accès aux toilettes est restreint pendant l'embarquement. C'est une question de sécurité. » À 3 sièges de là, Claire Beaumont, élégante dans un tailleur noir discret, baissa légèrement son magazine, observant l'échange avec une intensité froide. Elle avait choisi ce siège stratégiquement, assez près pour tout voir, assez loin pour ne pas attirer l'attention. Son mari, Antoine Beaumont, PDG d'Horizon Airways depuis 8 mois, ignorait qu'elle parcourait leur vol incognito depuis des semaines. Ancienne avocate des droits humains, Claire avait un instinct aiguisé pour détecter les discriminations. Ce qu'elle voyait maintenant confirmait ses pires craintes. Un autre membre de l'équipage, Paul Dubois, aucun lien de parenté avec Amélie, s'approcha de Sophie. « Tout va bien ?» demanda-t-il, jetant un regard suspicieux à Amélie. « Juste en train d'expliquer nos procédures », répondit Sophie, assez fort pour que les passagers voisins entendent. « Certains pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. » Paul acquiesça. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » L'échange, codé mais évident, fit monter la tension dans la cabine. Claire activa discrètement l'enregistreur vocal de son téléphone. Elle avait vu ce genre de comportement sur d'autres vols, des signaux subtils entre le personnel pour marginaliser les passagers de couleur. Amélie, sentant la colère et l'humiliation grandir, tenta de se concentrer sur Noah, dont les pleurs devenaient plus aigus. Autour d'elle, les réactions variaient. Certains passagers lançaient des regards compatissants, d'autres, agacés, détournaient les yeux. Une femme d'une 50aine d'années, Madame Lefebvre, cheveux blonds méchés et sac Hermès ostentatoire, fit un geste théâtral en mettant des écouteurs anti-bruit. Alors que l'avion s'éloignait de la porte, Noah pleurait de plus en plus fort, son inconfort aggravé par une couche souillée. Amélie tenta tout. Le bercer, chanter doucement, lui offrir une tétine, mais rien ne calmait son fils. « Vous ne pouvez pas faire taire cet enfant ?» grogna une voix masculine derrière elle. Amélie, sans se retourner, répondit calmement « J'essaie. Il a besoin d'un changement de couche, mais on m'a interdit d'utiliser les toilettes. Vous auriez dû vous organiser avant d'embarquer, » rétorqua l'homme, assez fort pour être entendu. Pendant la démonstration de sécurité, Sophie évita ostensiblement le regard d'Amélie, se concentrant sur les passagers de l'autre côté de l'allée avec un sourire forcé. Alors que l'avion accélérait sur la piste, Noah, perturbé par le changement de pression, hurla de plus belle. Claire observa Sophie et Paul échanger des regards complices par-dessus les têtes des passagers. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait cette dynamique,
l'identification d'un passager problématique, l'isolation progressive, la communication silencieuse entre l'équipage. Amélie, au bord de la rupture, luttait pour garder son calme tout en consolant Noah, consciente des regards hostiles qui pesaient sur elle. Le signal de ceinture resta allumé pendant 25 minutes après avoir atteint l'altitude de croisière, inhabituelle pour un vol sans turbulence. Quand il s'éteignit enfin, Amélie se leva immédiatement avec Noah. « Je dois le changer maintenant », informa-t-elle Sophie, qui passait avec le chariot de boisson. « Les toilettes sont en cours de préparation », répondit Sophie avec un sourire crispé. « Vous devrez attendre. » 10 minutes passèrent avant qu'Amélie ne soit autorisée à accéder aux toilettes. À l'intérieur, elle découvrit que la table à langer était cassée. La sangle de sécurité pendait inutilement d'une plateforme fissurée. Furieuse mais contenue, elle demanda à Paul s'il y avait une autre toilette avec une table fonctionnelle. « Pas en première classe », répondit-il. « Peut être en économie, mais des turbulences sont prévues, donc le déplacement entre cabines est limité. » Sans autre choix, Amélie retourna à son siège et tenta de changer Noah discrètement sur ses genoux et le siège vide à côté. L'espace restreint rendait la tâche ardue, prolongeant l'inconfort de Noah et ses pleurs. Alors qu'elle luttait pour maintenir Noah en place, un incident choquant se produisit. Sophie, passant avec le chariot, accidentellement, renversa une tasse d'eau chaude qui éclaboussa le sol à quelques centimètres des pieds de Noah. Amélie sursauta, tirant son fils contre elle, le cœur battant. « Oh, désolé !» dit Sophie avec un sourire narquois qui trahissait son absence de remords. « Faites attention avec votre bébé, ça peut être dangereux. » La colère d'Amélie atteignit un point de rupture. « Vous venez de renverser de l'eau chaude près de mon fils !» s'exclama-t-elle, attirant l'attention des passagers. Sophie haussa les épaules. « C'était un accident. Calmez-vous ou vous perturberez tout le vol. » Claire, toujours en train d'enregistrer, sentit son sang bouillir. Cet acte, intentionnel ou non, était une escalade inacceptable. À quelques rangées de là, un autre passager, Julien Moreau, un avocat spécialisé dans les droits humains, filmait lui aussi l'incident. Julien, un homme d'une trentaine d'années au regard perçant, avait déjà été victime de Sophie sur un vol précédent, où elle l'avait humilié pour avoir demandé une couverture supplémentaire. Il murmura à sa voisine « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. » Amélie, épuisée mais déterminée, demanda de l'eau tiède pour le biberon de Noah. « Nous ne chauffons pas les biberons, » répondit Sophie sèchement. « C'est la politique de la compagnie. » Pourtant, Claire avait vu, sur un vol précédent, Sophie chauffer un biberon pour une mère blanche en classe économique avec une sollicitude exagérée. La différence de traitement était criante. Madame Lefebvre, la passagère aux écouteurs, se pencha vers Sophie. « Cet enfant me donne la migraine. Peut-on me déplacer ?» Sophie, tout sourire, répondit « Bien sûr, madame, je vais arranger ça. » En quelques minutes, elle réorganisa les sièges, créant une zone de vide autour d'Amélie, comme si elle et Noah étaient des parias. Cette mise à l'écart, subtile mais humiliante, fit monter la rage d'Amélie. « Excusez-moi » appela-t-elle alors, que Sophie passait à nouveau. « Votre site indique clairement que vous fournissez de l'eau tiède pour les biberons et aidez les familles avec enfants. » Sophie se raidit. « Je n'ai pas besoin qu'une passagère m'explique les règles de la compagnie. Vous auriez dû mieux vous préparer. » Noah, affamé et agité, pleurait sans relâche, chaque cri amplifiant l'humiliation d'Amélie. La tension atteignit son paroxysme quand Amélie, à bout, se leva pour récupérer un biberon dans le compartiment à bagages. « Asseyez-vous immédiatement », ordonna Sophie, sa voix tranchante comme un couteau. Le signal de ceinture est allumé. Amélie, désignant le panneau éteint, répondit « Il est éteint. Mon bébé a faim, je prends juste une seconde. » Ce qui suivit fut si rapide que certains passagers doutèrent de leurs propres yeux. Alors qu'Amélie tendait la main vers le compartiment, Sophie lui saisit le bras. Quand Amélie, par réflexe, se dégagea, la main de Sophie s'abattit sur sa joue avec un claquement retentissant. La cabine entière se figea. Noah hurla, terrifié par le choc et la douleur de sa mère. Une marque rouge apparut sur la joue d'Amélie, qui resta pétrifiée, l'humiliation et la colère bouillonnant en elle. « Je vous avais dit de rester à votre place !» siffla Sophie, ignorant que ces mots étaient entendus par tous. Claire, son téléphone toujours en main, captura chaque seconde, son visage mêlant horreur et détermination. Julien, de son côté, filmait aussi, sa mâchoire serrée,
Un passager, un homme d'affaires nommé Victor Renault, osa intervenir. « C'est inacceptable. Vous venez d'agresser une passagère. » Sophie, imperturbable, répondit. Elle perturbait le vol. Je maintiens l'ordre, mais la cabine, jusque-là silencieuse, commençait à murmurer. Plusieurs téléphones étaient sortis, enregistrant la scène. Claire, voyant l'escalade, se leva. « Capitaine, je suis témoin de tout, » lança-t-elle, sa voix portant jusqu'à l'avant de l'avion. « Votre hôtesse a attaqué une mère sans raison et a fait des commentaires racistes. » Sophie blêmit, prise au dépourvu. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » protesta-t-elle, mais sa voix tremblait. Julien se leva à son tour. « J'ai tout filmé, et ce n'est pas la première fois que cette hôtesse cible des passagers noirs. Elle m'a humilié sur un vol il y a 3 mois. » La révélation fit l'effet d'une bombe. Les murmures des passagers devinrent un grondement de colère. L'intercom crépita. « Ici le commandant Dupont. Nous avons été informés d'un trouble à bord. Si l'ordre n'est pas rétabli, nous devrons dérouter vers Lyon. » Sophie, saisissant l'occasion, siffla à Amélie. « Voyez ce que vous avez causé. Vous perturbez tout le vol. » Amélie, la joue encore brûlante, répondit d'une voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas moi qui ai frappé une passagère devant son enfant. » Claire, abandonnant toute discrétion, s'avança dans l'allée. « Ce qui perturbe ce vol, c'est votre hôtesse qui a agressé une mère et mis son bébé en danger en renversant de l'eau chaude. » Les passagers, choqués, commencèrent à parler entre eux, certains soutenant Amélie, d'autres restant alignés avec Sophie. Madame Lefebvre, retirant ses écouteurs, lança d'un ton hautain. « Cette femme n'aurait jamais dû être en première classe si elle ne sait pas se tenir. » La remarque, chargée de mépris, fit bouillir le sang d'Amélie et de Claire. Le copilote, Luc Martin, émergea du cockpit, son visage sérieux mais non hostile. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, s'adressant à la cabine entière. Amélie, tenant Noah contre elle, prit la parole. « Votre hôtesse m'a refusé des services de base, m'a humilié devant tout le monde, a mis mon fils en danger avec de l'eau chaude et m'a frappé quand j'ai voulu nourrir mon bébé. » Luc, visiblement troublé, se tourna vers Sophie. « Est-ce vrai ?» Sophie, sur la défensive, répondit « Elle était agressive et perturbait l'ordre. » Claire intervint. « J'ai tout enregistré. Et je ne suis pas la seule. » Elle montra son téléphone, imité par Julien et plusieurs autres passagers. Luc, dépassé, demanda à voir la vidéo de Claire. En visionnant les images, son expression s'assombrit. « C'est grave. Je dois en parler au commandant. » Pendant ce temps, Paul, l'autre steward, hésita avant de fournir de l'eau tiède, pour Noah, sous l'ordre ferme de Luc. Alors que l'avion poursuivait son vol vers Marseille, la tension restait palpable. Amélie, nourrissant enfin Noah, sentait encore la brûlure de l'humiliation et de la gifle. Claire, assise à quelques rangées, rédigeait un message à son mari, Antoine, révélant l'ampleur du scandale. Julien, quant à lui, contactait discrètement un collègue avocat pour préparer une action légale. Le vol, censé être un simple trajet de 2 heures, venait de devenir le point de départ d'une tempête qui allait secouer Horizon Airways et au-delà. Ce qui avait commencé comme une tentative d'Amélie de nourrir son fils s'était transformé en un affrontement public contre l'injustice, un moment capturé par des dizaines de téléphones, prêts à exploser sur les réseaux sociaux et à révéler la vérité brutale sur une compagnie aérienne qui, derrière son vernis de professionnalisme, cachait une culture de discrimination profondément enracinée. La cabine de l'avion, encore frémissante de l'écho du scandale, semblait suspendue dans un calme précaire alors que le vol 1274 d'Horizon Airways approchait de Marseille. Amélie Dubois, la joue encore marquée par la gifle de Sophie Laurent, berçait Noah, dont les pleurs s'étaient apaisés après un biberon enfin préparé. Mais la douleur, physique et émotionnelle, brûlait en elle comme un feu inextinguible. Chaque regard furtif des passagers, chaque chuchotement, semblait amplifier son humiliation. Elle n'était plus seulement une mère voyageant avec son bébé. Elle était devenue, malgré elle, le centre d'une tempête prête à engloutir une compagnie aérienne entière. À quelques rangées, Claire Beaumont, épouse du PDG Antoine Beaumont, serrait son téléphone, les images de l'incident gravées dans sa mémoire numérique. Julien Moreau, l'avocat des droits humains, tapait frénétiquement sur son propre appareil, envoyant les vidéos à des collègues pour préparer une réponse juridique immédiate. Mais ce n'était que le début. Ce qui s'était passé dans le ciel allait bientôt faire trembler la terre,
déclenchant une vague de colère publique et révélant des vérités si sombres qu'elles feraient vaciller jusqu'aux fondations d'Horizon Airways. À peine l'avion atterrit-il à l'aéroport de Marseille-Provence que les téléphones, libérés du mode avion, s'illuminèrent. Les vidéos de l'incident, la gifle, les mots racistes de Sophie, l'eau chaude renversée près de Noah, se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le hashtag #TatTrenchWinBay, traduit en français comme « coupe and vol », devint viral en quelques minutes, accompagné de « Justice pour Amélie ». Des extraits de la confrontation, filmés sous différents angles par Julien et d'autres passagers, furent partagés des milliers de fois, chaque retweet amplifiant l'indignation collective. Sur Twitter, un utilisateur écrivit « Une mère noire frappée pour avoir voulu nourrir son bébé? Horizon Airways. C'est une honte. » Un autre ajouta « Sophie Laurent doit être en prison, pas dans un avion. » Les commentaires, bien que majoritairement solidaires, incluaient aussi des messages de haine. « Elle l'a cherché en provoquant l'hôtesse », affirma un compte anonyme. « Ces gens ne savent pas se tenir en première classe », lança un autre, dévoilant le venin raciste qui persistait dans l'ombre. Amélie, encore dans l'avion, ignorait l'ampleur de la tempête numérique. Mais lorsqu'elle descendit avec Noah, elle fut accueillie par un comité inattendu. 2 officiers de police de l'aéroport, flanqués d'un représentant d'Horizon Airways, en costume impeccable. « Docteur Dubois », dit l'un des officiers, « son ton neutre mais son regard scrutateur, nous devons vous parler de l'incident à bord. » Amélie, tenant Noah contre elle, sentit son cœur se serrer. « Suis-je en détention ?» demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la peur. « Pas encore », répondit l'officier. « Nous avons besoin de votre déposition concernant la perturbation. » Amélie, outrée, rétorqua « La perturbation? Votre hôtesse m'a frappé et a mis mon fils en danger. » Avant que le représentant ne puisse répondre, Claire Beaumont s'avança, son autorité naturelle imposant le silence. « Messieurs, vous faites erreur sur la personne à interroger. L'agresseur est là-bas, » dit-elle, pointant Sophie, qui se tenait près de la porte de l'avion blême et nerveuse. « Je suis Claire Beaumont, épouse d'Antoine Beaumont, PDG d'Horizon Airways. J'ai tout enregistré, et je ne suis pas la seule. » La révélation fit l'effet d'un séisme. Le représentant, un certain Thierry Lambert, bégaya. « Madame Beaumont, nous n'étions pas informés de votre présence à bord. » Claire, glaciale, répondit. « Évidemment. » C'était le but. Dans une salle de réunion près de la porte d'embarquement, Amélie donna sa déposition, Noah endormi dans ses bras. Les officiers, initialement distants, devinrent plus respectueux après avoir visionné les vidéos. « Souhaitez-vous porter plainte pour agression ?» demanda l'un d'eux. Amélie hésita. Cela changera-t-il quelque chose, ou est-ce juste un incident de plus étouffé par la compagnie? L'officier, honnête, admit. L'agression est claire, mais la réponse de la compagnie, je ne peux pas la garantir. Pendant ce temps, Claire, dans une autre pièce, contactait Antoine par vidéoconférence. « C'est pire que tout ce que j'ai vu, » dit-elle, la voix tremblante de colère. « Cette hôtesse n'a pas seulement frappé une passagère, elle a renversé de l'eau chaude près d'un bébé. Et ce n'est pas un incident isolé. J'ai des preuves d'un système de discrimination ancré dans la culture d'Horizon. » Antoine, à Paris dans le bureau exécutif, pâlit. « Es-tu en sécurité? Et la passagère ?» Claire répondit. « Je vais bien, mais Amélie est secouée. Elle a tenu bon. Mais elle a besoin de justice, pas de promesses vides. » Antoine, déjà en train de mobiliser une équipe de crise, promit. « Une équipe sera à Marseille dans 2 heures. » Convaincu. De retour à l'aéroport, la situation dégénéra rapidement. Alors qu'Amélie quittait la salle d'interrogatoire, elle fut abordée par une journaliste d'une chaîne locale, micro en main. « Docteur Dubois, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Le monde entier parle de cette vidéo. » Amélie, épuisée, déclina poliment. « Pas maintenant, s'il vous plaît. » Mais les caméras continuaient de la suivre, transformant son calvaire en spectacle public. En chemin vers la sortie, elle reçut un appel de sa mère, Viviane, qui venait d'arriver à l'aéroport. « Amélie, tu es partout à la télé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Viviane, les larmes aux yeux, serra sa fille dans ses bras. « On parlera à la maison, maman, » murmura Amélie, sentant le poids des regards des autres voyageurs. Certains lui offraient des sourires de soutien, d'autres chuchotaient, pointant du doigt.
Son humiliation privée était devenue une affaire publique en quelques heures. Pendant ce temps, Sophie Laurent, interrogée par la police, maintenait sa version. Elle était agressive, perturbait tout le vol. J'ai agi pour maintenir l'ordre. Mais les vidéos, désormais diffusées sur les chaînes nationales, contredisaient chaque mot. Horizon Airways publia un communiqué initial, fade et défensif. Nous prenons ces allégations au sérieux et enquêtons sur l'incident. L'employé concerné a été placé en congé administratif. La réponse, loin de calmer les esprits, attisa la colère en ligne. Des allégations? C'est sur vidéo. S'indigna un influenceur suivi par des millions. Les hashtags Boycott Horizon et Justice pour Amélie dominaient les tendances. Et plusieurs entreprises annoncèrent qu'elles suspendaient leur contrat de voyage avec Horizon. Mais le scandale prit une tournure encore plus sombre. À peine quelques heures après l'atterrissage, Amélie reçut un message anonyme sur son téléphone. « Reste à ta place, ou tu le regretteras ». Le message, accompagné d'une photo de sa maison à Paris, fit monter une peur viscérale. Elle montra le texte à Viviane, qui insista pour appeler la police. « Ce n'est pas juste une menace, Amélie. Ils savent où tu vis. » Quelques heures plus tard, un voisin à Paris confirma que des pierres avaient été lancées sur les fenêtres de son appartement et des insultes racistes taguées sur sa porte. La nouvelle de cette attaque, relayée par les médias, fit bouillir le sang des internautes. « Ils s'en prennent à une mère et à son bébé ? Horizon, vous êtes complice !» tweeta une militante des droits humains. Julien Moreau, qui avait suivi Amélie sur les réseaux sociaux, lui envoya un message. « Docteur Dubois, je suis l'avocat du vol. Vous n'êtes pas seul. Nous pouvons porter plainte ensemble. » Alors que la pression publique montait, un rebondissement choquant éclata. Sophie Laurent, suspendue par Horizon, fut embauchée par Air Liberté, une compagnie low-cost connue pour ses pratiques controversées. Leur communiqué, publié avec une arrogance provocatrice, déclarait « Nous soutenons les employés qui maintiennent l'ordre face à des passagers difficiles. » Cette décision déclencha une vague de boycott immédiate, avec « Boycott Air Liberté » grimpant dans les tendances. Mais ce qui rendit l'affaire encore plus insupportable fut une interview télévisée de Madame Lefebvre, la passagère de première classe qui avait demandé à être déplacée. Sur une chaîne conservatrice, elle déclara « Cette femme, Amélie Dubois, était bruyante et désorganisée. Elle n'avait rien à faire en première classe. L'hôtesse faisait juste son travail. Les bébés qui hurlent n'ont pas leur place ici. » Ces mots, prononcés avec un mépris glacial, firent exploser les réseaux sociaux. Donc, une mer Noire ne mérite pas la première classe? C'est ça votre France? S'indigna un commentateur. Julien, furieux, tweeta. Madame Lefebvre incarne le privilège qui justifie la violence. Nous ne resterons pas silencieux. Mais un twist encore plus révoltant survint lorsque Héloïse Garnier, une autre hôtesse d'Horizon Airways, contacta Claire Beaumont en secret. Héloïse, une jeune femme de 25 ans qui travaillait depuis 2 ans pour la compagnie, avait été témoin de l'incident depuis l'arrière de la cabine. Dans un café discret à Marseille, elle confia à Claire « Sophie n'a pas agi seule. Il y a un système. Les hôtesses utilisent des codes pour cibler les passagers de couleur. On nous apprend à être plus strict avec eux, à les surveiller davantage. » Elle sortit son téléphone et montra des messages internes du système de communication de l'équipage. Code brun en 2B, méfiance. Passager urbain en première, probable erreur de surclassement. Équipe de basket à bord, surveillez-les de près. Claire, horrifiée, demanda « Depuis quand cela existe-t-il » Héloïse baissa les yeux. « Depuis toujours, à ma connaissance. » Et Sophie, elle a été réprimandée l'année dernière pour avoir humilié un passager noir, mais un manager l'a protégée. Ils l'ont tous protégée. Ce témoignage, explosif, confirmait ce que Claire soupçonnait. La discrimination n'était pas l'œuvre d'une seule personne, mais un engrenage bien huilé au sein d'Horizon Airways. Pendant ce temps, à Paris, Antoine Beaumont, dans les bureaux d'Horizon, faisait face à une crise sans précédent. Les vidéos de l'incident tournaient en boucle sur les chaînes d'information et le cours de l'action de la compagnie chutait de 9% en une journée. Les actionnaires, furieux, exigeaient des réponses, tandis que le conseil d'administration envisageait des mesures pour limiter les dégâts. Antoine, en vidéoconférence avec son équipe de crise, s'emporta. « Ce communiqué est une insulte. Appelez ça des allégations alors que tout est filmé, nous devons reconnaître notre faute, pas nous cacher derrière des formules creuses. »
Sa directrice juridique, Isabelle Morel, tenta de temporiser. « Monsieur, admettre une faute systémique ouvre la voie à des centaines de poursuites. » Antoine, implacable, répondit « Si nous méritons ces poursuites, qu'elles viennent. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux. » À Marseille, Amélie, installée dans l'appartement de sa mère, tentait de protéger Noah de l'agitation extérieure. Mais son téléphone ne cessait de vibrer. Appels de journalistes, messages de soutien de collègues et menaces anonymes de plus en plus violentes. Un message particulièrement odieux disait « Tu penses être spécial avec ton diplôme ? Reste à ta place, sinon ton bébé le payera. » Viviane, voyant la détresse de sa fille, s'écria « C'est intolérable, nous devons porter plainte pour ces menaces. » Amélie, épuisée, murmura « À quoi bon, maman? Ils diront que je l'ai cherché, que je suis la méchante. » Mais un appel de Julien changea la donne. « Amélie, vous n'êtes pas seule. J'ai parlé à d'autres victimes d'Horizon. Nous formons un groupe pour une action collective. Votre cas peut tout changer. » Julien révéla qu'il avait lui-même été ciblé par Sophie sur un vol précédent, forcé de céder son siège à un passager blanc sous prétexte d'une « erreur de réservation ». « Ils comptent sur notre silence », ajouta-t-il. « Mais avec ces vidéos, ils ne peuvent plus nous ignorer. » Alors que la nuit tombait sur Marseille, un autre rebondissement fit monter la tension. Une fuite, dans les médias, révéla que Sophie Laurent avait été protégée par un manager senior, François Dupont, qui avait étouffé plusieurs plaintes contre elle au fil des ans. Cette information, publiée par un journal d'investigation, cita des documents internes prouvant que Dupont avait ordonné de classer les plaintes de passagers de couleur comme « malentendus » pour éviter des scandales. Cette révélation transforma Coupe & Vol en un cri de ralliement contre une culture d'entreprise toxique. Les réseaux sociaux explosèrent avec des témoignages d'autres passagers décrivant des expériences similaires, refus de service, commentaires racistes déguisés, contrôles excessifs. Une femme écrivit « J'ai été fouillée 3 fois avant un vol Horizon parce que mon nom sonnait étranger. C'est systématique. » Un ancien employé anonyme ajouta « On nous disait de sourire aux passagers blancs et de surveiller les autres. C'était la règle non écrite. » Hein? Amélie, en lisant ces témoignages, sentit une colère nouvelle l'envahir. Ce qu'elle avait vécu n'était pas un incident isolé, mais un symptôme d'un mal plus profond. Elle contacta Claire, qui lui proposa de partager ses découvertes. Dans un échange tendu, Claire révéla « J'ai documenté 132 cas de discrimination sur 43 vols. Ce n'est pas juste, Sophie, c'est tout un système. » Amélie, bouleversée, demanda « Pourquoi personne n'a rien fait avant ?» Claire, la voix lourde, répondit « Parce que les victimes étaient seules et la compagnie comptait là-dessus. Mais maintenant, avec vous, nous avons une chance de changer les choses. » Alors que la pression montait, un dernier coup de théâtre secoua la nuit. Une vidéo anonyme, envoyée à une chaîne de télévision, montra une réunion interne d'Horizon Airways où François Dupont, le manager, riait en disant « Les plaintes des passagers sensibles, ignorez-les, ils n'ont pas les moyens de nous poursuivre. » Cette vidéo, diffusée à 22h, fut le point de rupture. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les appels au boycott s'intensifièrent et des manifestations spontanées commencèrent à se former devant les bureaux d'Horizon à Paris et Marseille. Amélie, regardant les informations avec Viviane, murmura « Ils pensaient pouvoir nous faire taire. Ils se trompaient. » La tempête déclenchée par une gifle et un renversement d'eau chaude n'était plus seulement une affaire personnelle. Elle était devenue un mouvement, un cri de rage collective contre une injustice longtemps ignorée et la promesse d'un combat qui ne faisait que commencer. La nuit à Marseille était lourde, saturée par l'écho des révélations qui secouaient Horizon Airways. Amélie Dubois, assise dans l'appartement de sa mère Viviane, fixait son téléphone où les notifications s'accumulaient comme une tempête numérique. Les vidéos de l'incident, à bord du vol 1274, la gifle de Sophie Laurent, l'eau chaude renversée près de Noah, les mots racistes crachés avec mépris, dominaient les écrans de France et au-delà. Le hashtag Coupe & Vol, accompagné de Justice pour Amélie, était devenu un cri de guerre sur les réseaux sociaux, relayé par des milliers de personnes indignées. Mais pour Amélie, chaque message de soutien était contrebalancé par des menaces venimeuses. « Tu vas payer pour avoir ruiné la vie de Sophie », écrivait un anonyme. « Reste à ta place
ou ton fils en subira les conséquences, menaçait un autre. La peur, mêlée de colère, la consumait. Elle n'était plus seulement une victime, elle était devenue une cible. Pourtant, dans ce chaos, une flamme de détermination s'allumait. Ce qui s'était passé à bord n'était pas un simple affront personnel. C'était la manifestation d'un système pourri, et Amélie, soutenue par Claire Beaumont et Julien Moreau, était prête à le démanteler, même au prix de sa propre tranquillité. À Paris, dans les bureaux vitrés du siège d'Horizon Airways, Antoine Beaumont, PDG de la compagnie, faisait face à une crise sans précédent. La vidéo fuitée d'un manager, François Dupont, riant des plaintes des passagers sensibles, avait transformé un scandale local en une affaire nationale. Les actions d'Horizon plongeaient de 12% supplémentaires, et les chaînes d'information diffusaient en boucle des analyses incendiaires. Antoine, les traits tirés après une nuit sans sommeil, réunit son équipe exécutive dans une salle de conférence tendue. « Nous ne pouvons plus nous cacher derrière des communiqués vagues », déclara-t-il, sa voix tremblante de colère contenue. Cette compagnie a laissé des pratiques discriminatoires prospérer sous notre nez, et nous en payons le prix. Claire, connectée par vidéoconférence depuis Marseille, intervint. Ce n'est pas seulement Sophie Laurent. J'ai documenté 132 incidents de discrimination sur 43 vols. Code secret, refus de service, contrôle ciblé, tout cela est systématique. Elle projeta un tableau accablant. Des statistiques montrant que les plaintes des passagers noirs étaient ignorées à 78% contre 22% pour les passagers blancs et que les services comme les surclassements étaient refusés 5 fois plus souvent aux personnes de couleur. Mais la réunion tourna rapidement au chaos. Gérard Lefebvre, directeur des opérations et oncle de Madame Lefebvre, la passagère qui avait soutenu Sophie, s'emporta. « Ces accusations sont exagérées. Vous mettez en péril la compagnie pour une seule passagère agitée. » Sa remarque fit bondir Darius Okoye, le responsable de la diversité, récemment promu. Une passagère agitée? Elle a été frappée devant son bébé, et les données montrent que vos équipes ont fermé les yeux sur des plaintes similaires pendant des années. Un autre cadre, Sophie Martin, tenta de calmer le jeu. Monsieur Beaumont, admettre un problème systémique ouvre la voie à des poursuites massives. Nous devrions limiter cela à un incident isolé. Antoine, les poings serrés, rétorqua. Isolé, ma femme a risqué sa sécurité pour révéler la vérité. Et vous voulez que nous continuions à mentir? La salle se tut, mais la tension était palpable. Certains cadres, visiblement mal à l'aise, savaient que leurs propres pratiques seraient scrutées si l'enquête allait plus loin. Pendant ce temps, à Marseille, Amélie reçut un appel de Julien Moreau. « Amélie, nous avons 42 plaignants pour une action collective contre Horizon », annonça-t-il, son ton vibrant d'urgence. « Votre cas est la clé. Les vidéos, votre crédibilité en tant que chirurgienne et la présence de Claire Beaumont en font une affaire inattaquable. » Amélie, tenant Noah endormi, hésita. « Julien, je ne veux pas être un symbole. Je veux juste que cela cesse pour les autres. » Julien répondit. « C'est exactement pourquoi vous devez vous joindre à nous. Ce n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont été humiliés en silence. » Il révéla un détail choquant. L'une des plaignantes, une étudiante nommée Amina, avait été forcée de descendre d'un vol Horizon l'année précédente après qu'un passager blanc s'était plaint de son comportement suspect. Elle lisait un livre en arabe. « Ils l'ont traitée comme une criminelle », dit Julien. Et François Dupont a classé sa plainte sans enquête. Cette histoire, ajoutée à celle d'Amélie, fit monter une rage nouvelle en elle. Combien d'autres avaient souffert ainsi, sans caméra pour témoigner? Mais un incident encore plus révoltant attisa l'indignation publique. Sophie Laurent, désormais employée par Air Liberté, apparut sur une chaîne de télévision conservatrice, Vérité Directe. Assise face à une présentatrice compatissante, elle joua la carte de la victime. « J'ai fait une erreur en touchant cette passagère, je l'admets, » dit-elle, des larmes de crocodile roulant sur ses joues. Mais elle était agressive. Son bébé perturbait tout le monde, et j'ai agi sous pression pour protéger les autres passagers. 15 ans de carrière, et maintenant je suis une paria. Elle omit soigneusement son commentaire raciste et l'incident de l'eau chaude. La présentatrice, hochant la tête, ajouta « N'est-ce pas un exemple de la culture de l'annulation qui détruit des vies pour une seule erreur ?» L'interview, diffusée en prime time, déclencha une tempête de réactions. Les supporters de Sophie, galvanisés par le hashtag « Soutenons Sophie »,
accusèrent Amélie de chercher la gloire. Elle a provoqué l'hôtesse pour devenir virale, écrivit un internaute. Mais la majorité, outrée, dénonça la tentative de réécrire l'histoire. Elle a frappé une mère et insulté sa race, tweeta une militante. Air Liberté, honte à vous d'embaucher une raciste. Noyeux. À Marseille, Amélie, Viviane et Noah furent forcés de déménager temporairement dans un hôtel sécurisé après que des vandales eurent tagué des insultes racistes sur la voiture de Viviane. La police, débordée par les menaces contre Amélie, assigna un officier pour surveiller l'hôtel. « C'est insensé », s'écria Viviane, les larmes aux yeux. « Tu voulais juste nourrir ton bébé et maintenant on te traque comme une criminelle. » Amélie, épuisée, répondit « Maman, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Si je me tais, il gagne. » Un message de Claire renforça sa résolution. « Amélie, je suis avec Antoine à Marseille demain. Nous voulons organiser une conférence de presse conjointe pour révéler mes conclusions et exiger des réformes. Votre voix est essentielle. » Amélie, après une longue réflexion, accepta. « D'accord, mais je veux que ce soit clair. Je ne cherche ni argent ni excuses. Je veux du changement. » Li Wang. Le lendemain, dans un hôtel discret du Vieux-Port, Amélie, accompagnée de son avocate, Maya Leclerc, rencontra Antoine et Claire Beaumont. La pièce, baignée par la lumière du soleil méditerranéen, vibrait d'une tension électrique. Antoine, les traits tirés, commença « Docteur Dubois, ce qui vous est arrivé est une honte pour Horizon. Nous ne sommes pas ici pour négocier votre silence, mais pour reconnaître nos erreurs et proposer des solutions. » Claire présenta son dossier. Des tableaux, des témoignages, des messages internes prouvant l'utilisation de codes racistes par l'équipage. Les passagers noirs sont signalés comme problématiques 3 fois plus souvent que les autres, expliqua-t-elle. Leurs plaintes sont ignorées à 82%. C'est inacceptable. Maya, pragmatique, intervint. Ces preuves sont accablantes, mais pourquoi les rendre publiques? Cela pourrait détruire votre compagnie. Antoine répondit. Parce que cacher la vérité nous a conduits ici. Nous devons assumer nos responsabilités. Mais un rebondissement explosif interrompit la discussion. Julien, qui avait rejoint la réunion, reçut un appel urgent d'un ancien employé d'Horizon, un technicien informatique nommé Lucas Bisset. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Lucas, la voix tremblante. « Des emails internes, archivés sur un serveur oublié. Il montre que François Dupont et d'autres cadres supérieurs ont ordonné de minimiser les plaintes de discrimination pour protéger l'image de la compagnie. Ils savaient tout depuis des années. » Lucas envoya une capture d'écran à Julien. Un email de Dupont à un autre manager, datant de 2 ans, disait « Les plaintes des passagers de couleur, classez-les comme non fondées. Ils abandonnent toujours. » Cet email, publié par Julien sur Twitter avec l'accord d'Amélie, déclencha une onde de choc. Les hashtags « Horizon Scandale » et « Démission Dupont » explosèrent et des manifestations s'organisèrent devant le siège d'Horizon à Paris. « Ils savaient !» cria une manifestante à la télévision. « Ils ont laissé des racistes agir en toute impunité. » Au siège, Antoine, informé de la fuite, convoqua François Dupont. Dans une confrontation tendue, Dupont tenta de se défendre. « Ce sont des accusations sans fondement. Ces emails sont sortis de leur contexte. » Mais Antoine, furieux, rétorqua « Vous avez couvert des discriminations pendant des années. Vous êtes suspendu. Et une enquête indépendante commencera immédiatement. » La nouvelle de la suspension de Dupont, relayée par les médias, ne fit qu'amplifier la colère publique. Mais un autre coup de théâtre aggrava la situation. Madame Lefebvre, la passagère qui avait soutenu Sophie, publia une vidéo sur YouTube intitulée « La vérité sur le vol 1274 ». Avec un aplomb glaçant, elle déclara « Amélie Dubois a perturbé tout le vol avec son comportement désordonné. Sophie n'a fait que protéger les autres passagers. Cette histoire est une chasse aux sorcières contre une employée dévouée. » La vidéo, visionnée des centaines de milliers de fois, divisa l'opinion publique. Certains la soutinrent, accusant Amélie d'exagérer. « Elle voulait juste de l'attention », écrivit un commentateur. Mais la majorité, révoltée, dénonça Lefebvre comme complice d'un système raciste.
Elle a vu une mère être frappée et elle la blâme, s'indigna un internaute. C'est la France d'aujourd'hui? Au même moment, une nouvelle révélation d'Héloïse Garnier, l'hôtesse qui s'était confiée à Claire, ajouta du carburant à l'incendie. Dans une lettre anonyme envoyée à un journal, elle décrivit un programme de formation interne officieux où les nouveaux employés étaient encouragés à gérer différemment les passagers selon leur apparence. On nous disait de sourire aux passagers blancs et de surveiller les autres comme des menaces potentielles, écrivit-elle. Ceux qui protestaient étaient ostracisés. Cette lettre, publiée en une d'un grand quotidien, fit l'effet d'une bombe. Les employés d'Horizon commencèrent à se diviser. Certains, comme Héloïse, soutenaient les réformes, tandis que d'autres, fidèles à l'ancienne garde, accusaient Amélie de détruire la compagnie. Un steward, anonyme sur un forum, écrivit « Elle a exagéré. Sophie a juste fait son travail. Maintenant, on risque tous de perdre nos jobs. » Amélie, submergée par l'ampleur du scandale, reçut un appel de son collègue Michel Garnier. « Amélie, tu es partout dans les nouvelles. Mais il y a plus. Ma cousine, qui a voyagé avec Horizon l'an dernier, a été forcée de céder son siège en première classe à un passager blanc. Elle a porté plainte et François Dupont l'a classée sans suite. Cette histoire, ajoutée à celle d'Amina et de Julien, confirma à Amélie que son combat dépassait son cas personnel. Elle contacta Maya et Julien pour préparer la conférence de presse. « Nous allons tout révéler, dit-elle, la voix tremblante de rage. Les emails, les codes, les formations, ils ne pourront plus se cacher. » La conférence, prévue pour le lendemain, s'annonçait comme un moment décisif. Antoine et Claire s'engagèrent à publier un mea culpa public, reconnaissant les failles systémiques d'Horizon et proposant des réformes concrètes. Audit indépendant, formation anti-biais obligatoire et un conseil de surveillance des passagers dirigé par Amélie. Mais un dernier twist secoua la nuit. Lucas, le technicien, envoya un autre document à Julien. Une note interne signée par un ancien PDG, révélant qu'Horizon avait payé des avocats pour intimider les plaignants de couleur et éviter des poursuites. « Ils ont acheté le silence des victimes pendant des années, » dit Lucas. Cette note, partagée avec Claire, scella la détermination d'Amélie. Alors que Marseille s'endormait sous un ciel étoilé, elle murmura à Noah, endormi dans son berceau, « On ne se taira pas, mon cœur. Pas maintenant, pas jamais. » La bataille pour la justice, loin de s'apaiser, venait d'entrer dans une phase explosive, prête à renverser un système qui prospérait dans l'ombre depuis trop longtemps. L'aube se levait sur Marseille, baignant la ville d'une lumière dorée, mais pour Amélie Dubois, l'horizon restait chargé de nuages sombres. La conférence de presse imminente, prévue dans une salle bondée du Palais des Congrès, promettait d'être un tournant décisif dans le scandale qui secouait Horizon Airways. Les révélations successives, la gifle de Sophie Laurent, les codes racistes de l'équipage, les emails accablants de François Dupont, et la note prouvant que la compagnie avait acheté le silence des victimes avaient transformé l'incident du vol 1274 en une crise nationale. Amélie, tenant Noah dans ses bras, sentait le poids de l'attention publique sur ses épaules. Chaque pas vers la salle de conférence était un défi, alors que son téléphone vibrait sans cesse. Messages de soutien, menaces anonymes et appels de journalistes avides de détails. La peur et la colère se mêlaient en elle, mais une conviction inébranlable la guidait. Elle ne se tairait pas. Ce combat, né d'une humiliation brutale à 30 000 pieds d'altitude, était devenu une croisade pour la justice, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence sous les pratiques discriminatoires d'Horizon Airways. Dans la salle, les flashs des caméras crépitaient comme des éclairs. Amélie, flanquée de son avocate Maya Leclerc et de Julien Moreau, l'avocat des droits humains, monta sur l'estrade aux côtés de Claire et Antoine Beaumont. Le silence s'abattit lorsque Claire prit la parole. Horizon Airways a failli à ses passagers, à ses employés et à ses valeurs, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité froide. Nous avons toléré un système de discrimination systémique et aujourd'hui, nous assumons nos responsabilités. Elle présenta un plan de réforme. Audit indépendant mené par une firme internationale, formation obligatoire contre les biais raciaux, licenciement de tout employé impliqué dans des pratiques discriminatoires et la création d'un conseil consultatif des passagers avec Amélie comme membre clé. Antoine,
les yeux cernés mais la voix ferme, ajouta « Ce qui est arrivé à Amélie Dubois et à son fils Noah est une honte. Nous ne cherchons pas à minimiser, mais à réparer. » Amélie, prenant le micro, parla avec une intensité qui électrisa la salle. « Je n'ai pas choisi ce combat, » dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « On m'a frappé devant mon bébé, on m'a menacé, ma maison a été vandalisée, ma voiture détruite, mais je suis ici pour dire « ça suffit ». Horizon doit changer, et nous ne nous arrêterons pas tant que justice ne sera pas rendue. Les applaudissements éclatèrent, mais les murmures de scepticisme persistaient dans certains coins de la salle. L'annonce, retransmise en direct sur les chaînes nationales, déclencha une nouvelle vague de réactions. Sur Twitter, Justice pour Amélie et Réforme à Horizon dominaient, mais des voix dissidentes, alimentées par les défenseurs de Sophie Laurent, contre-attaquaient. Un groupe autoproclamé Amis d'Horizon, dirigé par un ancien employé licencié, lança une campagne en ligne accusant Amélie de manipuler les médias pour détruire une entreprise française. Leur hashtag « Sauvons Horizon » gagna du terrain parmi les cercles conservateurs, alimenté par des théories conspirationnistes absurdes. Amélie aurait orchestré l'incident pour obtenir une compensation financière, ou pire, pour diviser la nation. Ces attaques, relayées par des influenceurs douteux, attisèrent la colère d'Amélie. « Ils pensent que je fais ça pour l'argent ?» s'indigna-t-elle lors d'un appel avec Julien. « Ils ont vandalisé ma maison, menacé mon fils, et je devrais me taire ?» Julien, déterminé, répondit « Leur stratégie est de salir votre nom pour détourner l'attention. Mais nous avons les preuves, et la vérité est de notre côté. » Un rebondissement choquant survint quelques heures après la conférence. Une enquête indépendante, lancée sous la pression publique, révéla qu'Air Liberté, la compagnie qui avait embauché Sophie Laurent, utilisait des pratiques similaires à celles d'Horizon. Un lanceur d'alerte, une ancienne hôtesse nommée Camille Dubois, sans lien avec Amélie, publia un dossier explosif. Air Liberté avait un manuel interne officieux, surnommé « le protocole », qui enseignait aux employés comment gérer les passagers problématiques, un euphémisme pour cibler les personnes de couleur. Camille, dans une interview télévisée, déclara « On nous disait de surveiller les passagers noirs et arabes comme s'ils étaient des menaces. » Sophie Laurent était admirée dans ce milieu pour son efficacité. Cette révélation, relayée par les médias, fit basculer l'opinion publique. Air Liberté, submergé par un boycott massif, suspendit Sophie en urgence, mais le mal était fait. Le hashtag Boycott Air Liberté explosa, et des manifestations s'organisèrent devant leurs bureaux à Nice et Toulouse. Mais la colère atteignit un nouveau sommet lorsque Madame Lefebvre, la passagère qui avait soutenu Sophie, organisa une conférence de presse parallèle. Dans un hôtel chic de Paris, entourée de supporters, elle déclara « Amélie Dubois a transformé un incident mineur en une chasse aux sorcières. Horizon Airways est une institution française, et cette campagne l'a détruit pour satisfaire des agendas politiques. » Ces mots, prononcés avec un mépris aristocratique, provoquèrent une indignation immédiate. « Elle appelle une gifle et des menaces contre un bébé un incident mineur », tweeta une militante, son message partagé des dizaines de milliers de fois. Julien, furieux, organisa une réponse. Une pétition en ligne demandant des excuses publiques de Lefebvre recueillit 200 000 signatures en 24 heures. Mais un détail encore plus révoltant émergea. Gérard Lefebvre, son oncle et directeur des opérations d'Horizon, avait personnellement validé l'embauche de Sophie par Air Liberté, révélant un réseau de complicité entre les deux compagnies. Cette information, fuitée par Lucas Bisset, le technicien informatique, fit l'effet d'une bombe. « Ils se protègent entre eux », s'écria un manifestant devant le siège d'Horizon. « C'est une mafia, pas une compagnie aérienne. » Au même moment, l'action collective menée par Julien et Amélie prenait de l'ampleur. Les 42 plaignants, rejoints par des dizaines d'autres victimes, déposèrent une plainte contre Horizon Airways pour discrimination systémique, réclamant 50 millions d'euros de dommages et intérêts et des réformes structurelles. Maya Leclerc, lors d'une réunion stratégique, présenta des preuves accablantes, 156 plaintes ignorées sur 5 ans, des enregistrements de réunions internes où des cadres plaisantaient sur les passagers gênants
et des témoignages d'employés comme Héloïse Garnier, confirmant l'existence de formations discriminatoires. « Nous ne voulons pas seulement une victoire financière », déclara Amélie. « Nous voulons que plus personne ne soit humilié comme je l'ai été. » La pression publique força le tribunal à accélérer le traitement de l'affaire, une rareté dans le système judiciaire français. Mais un twist dévastateur survint à la veille du procès. Lucas Bisset, le lanceur d'alerte, disparut subitement. Son appartement à Lyon fut retrouvé vide, son téléphone déconnecté. Un message anonyme, envoyé à Julien, affirmait « Lucas a été convaincu de se taire. Dites à Amélie de faire attention. » La nouvelle, relayée par les médias, alimenta les spéculations. Avait-il été menacé par Horizon ou Air Liberté? Était-il en danger? Amélie, terrifiée mais résolue, renforça la sécurité autour de sa famille. Viviane, au bord de la panique, supplia « Amélie, arrête, ils vont te faire du mal. » Ou à Noah. Mais Amélie, les larmes aux yeux, répondit « Si je m'arrête, maman, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Lucas a risqué sa vie pour nous. Je ne peux pas abandonner. » Ouais. Le procès, qui s'ouvrit dans un tribunal de Paris, fut un spectacle médiatique. Amélie, prenant la parole, décrivit son calvaire avec une dignité qui bouleversa la salle. « Je suis chirurgienne, je sauve des vies. Mais dans cet avion, j'étais réduite à une menace à cause de ma couleur de peau. Mon fils de 4 mois a failli être brûlé par de l'eau chaude et j'ai été frappée pour avoir voulu le nourrir. » Les vidéos, projetées sur un écran géant, firent taire les murmures. Sophie Laurent, appelée à témoigner, tenta de minimiser. « J'ai paniqué sous la pression. Je ne suis pas raciste. » Mais sous le contre-interrogatoire de Maya, elle s'effondra, incapable d'expliquer ses codes racistes ou l'incident de l'eau chaude. François Dupont, contraint de témoigner, admit à contre-cœur avoir classé des plaintes pour protéger la compagnie. Le verdict, rendu après 3 semaines, fut historique. Horizon fut condamné à payer 42 millions d'euros aux plaignants, avec l'obligation de mettre en œuvre des réformes sous supervision judiciaire. Mais l'indignation ne s'arrêta pas là. Un groupe d'anciens employés d'Horizon, mené par un steward nommé Pierre Valois, lança une campagne de désinformation, publiant des vidéos accusant Amélie de détruire des emplois et de manipuler la vérité. Pierre, dans une interview, déclara « Sophie était une collègue exemplaire. Amélie a exagéré pour se faire un nom. » Ces attaques, relayées par des médias conservateurs, divisèrent l'opinion. Une manifestation pro-Horizon, organisée à Paris, attira plusieurs centaines de personnes brandissant des pancartes. « Soutenons nos hôtesses ». En face, des milliers de contre-manifestants, menés par Julien et Amina, scandaient « Pas de justice, pas de paix ». Les affrontements, bien que pacifiques, révélèrent une fracture profonde dans la société française. Amélie, voyant ces images à la télévision, murmura à Noah « On ne voulait pas diviser, mais révéler ». Un dernier twist éclata lorsque Claire, en poursuivant son enquête, découvrit un scandale encore plus vaste. Une alliance secrète entre plusieurs compagnies aériennes européennes, surnommée le Pacte Bleu, avait été formée pour coordonner leurs réponses aux plaintes de discrimination et protéger les employés fautifs comme Sophie. Des documents, obtenus par un hacker anonyme, révélaient des réunions où des cadres discutaient de stratégies pour neutraliser les plaignants gênants. Cette découverte, publiée par un journal international, déclencha une enquête de l'Autorité européenne de l'aviation civile. « Ce n'est plus seulement Horizon », déclara Claire lors d'une conférence de presse. « C'est une conspiration à l'échelle de l'industrie. » La révélation fit trembler le secteur, forçant plusieurs compagnies à annoncer des audits internes sous la pression publique. 6 mois plus tard, Horizon Airways dévoila ses nouvelles politiques. Un conseil consultatif des passagers, présidé par Amélie, supervisait les plaintes et les formations. Les codes racistes furent abolis et 23 employés, dont Gérard Lefebvre, furent licenciés. Amélie, désormais une figure publique, reçut le prix Simone Veil pour son courage dans la lutte contre les discriminations. Mais les menaces persistaient. Un soir, un colis suspect fut livré à son hôtel, contenant une note « Tu as gagné une bataille, pas la guerre ». La police, alertée, renforça sa protection, mais Amélie refusa de se cacher. Lors d'un discours à l'UNESCO, elle déclara « J'ai été frappée, menacée, humiliée. Mais chaque fois qu'on essaie de nous faire taire, nous parlons plus fort. Cette victoire est pour Noah, pour Amina, pour Lucas
et pour tous ceux qui ont cru en la justice. Bientôt, l'onde de choc du scandale d'Horizon se propagea au-delà de la France. Des compagnies aériennes en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni adoptèrent des réformes similaires, craignant des boycotts. Le Conseil d'Amélie devint un modèle international et son histoire inspira des documentaires et des livres. Mais pour Amélie, le vrai triomphe était personnel. En rentrant chez elle à Paris, elle serra Noah contre elle, murmurant « On a changé le monde, mon amour. Juste un peu, mais assez pour toi. » La tempête déclenchée par une gifle dans un avion avait ébranlé un système, allumé un feu de justice, et prouvé que même une voix isolée pouvait résonner assez fort pour changer l'histoire. L'histoire d'Amélie Dubois, une chirurgienne pédiatrique confrontée à une injustice brutale à bord d'un vol de Horizon Airways, résonne comme un cri de ralliement pour la justice et l'égalité. Ce récit, marqué par une gifle infligée par l'hôtesse Sophie Laurent, des menaces contre Amélie et son fils Noah, et la révélation d'un système de discrimination profondément enraciné ne laisse personne indifférent. En tant que Français, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravées dans l'âme de la nation, cette affaire nous interpelle à un niveau viscéral. Elle expose une réalité douloureuse. Même dans une société qui prône l'égalité, des préjugés insidieux persistent, tapis dans les institutions et les comportements quotidiens. À travers les émotions brutes de colère, d'indignation et d'espoir suscitées par cette histoire, nous pouvons tirer des leçons profondes, applicables à notre vie quotidienne, pour construire un avenir plus juste. La première leçon est celle du courage face à l'adversité. Amélie, malgré l'humiliation publique, les menaces contre sa famille et les attaques personnelles, a choisi de ne pas se taire. Dans la culture française, où l'on valorise l'éloquence et la défense des principes, son refus de céder à la peur incarne une forme de bravoure universelle. Nous pouvons appliquer cela dans nos propres vies, face à une injustice, même petite, un commentaire déplacé au travail, une discrimination dans un espace public, il faut trouver la force de s'exprimer. Cela ne signifie pas toujours un combat public, mais parfois un simple geste. Signaler un comportement inapproprié, soutenir une victime ou éduquer son entourage. Comme Amélie, chacun de nous peut devenir une voix pour le changement, même lorsque la pression sociale nous pousse au silence. La deuxième leçon concerne la puissance de la solidarité. Sans Claire Beaumont, qui a documenté l'incident, Julien Moreau, qui a mobilisé une action collective, ou Héloïse Garnier, qui a révélé les pratiques internes, l'histoire d'Amélie serait restée un incident isolé, étouffé par la machine corporate. En France, où les mouvements citoyens comme les manifestations ou les pétitions sont des piliers de la démocratie, cette solidarité rappelle l'importance de l'union. Dans nos vies, cela se traduit par des actions concrètes. Écouter les expériences des autres, amplifier les voix marginalisées ou rejoindre des initiatives communautaires, que ce soit en soutenant une association locale, en partageant une pétition ou en participant à un débat public, la solidarité transforme des combats individuels en victoires collectives. Enfin, cette histoire nous enseigne la nécessité de confronter les systèmes défaillants. Les révélations sur les codes racistes, les emails internes et le pacte bleu montrent que la discrimination n'est pas seulement le fait d'individus, mais d'institutions qui tolèrent ou encouragent ces comportements. En France, où l'on débat souvent de la laïcité et de l'intégration, il est crucial de reconnaître que l'égalité ne se décrète pas. Elle se construit par des réformes audacieuses. À notre échelle, cela signifie remettre en question les normes implicites dans nos lieux de travail, nos écoles, ou même nos cercles familiaux. Par exemple, si une politique d'entreprise semble désavantager un groupe, il faut la questionner. Si un ami fait une remarque stéréotypée, il faut engager une conversation, même inconfortable. Comme Amélie l'a montré, changer un système demande de la persévérance et une volonté de nommer l'injustice, même lorsque cela dérange. Ces leçons, courage, solidarité, confrontation des systèmes, ne sont pas abstraites. Elles s'appliquent dans les petits moments de la vie quotidienne où chaque décision compte. Par exemple, refuser de rire à une blague discriminatoire, signaler un comportement injuste au travail, ou éduquer ses enfants sur l'égalité sont des actes qui, cumulés, transforment la société. L'histoire d'Amélie nous rappelle que l'injustice prospère dans le silence, mais s'effondre face à la vérité et à l'action collective. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes. Sommes-nous complices par notre inaction ? Ou sommes-nous prêts à nous lever,
comme Amélie, pour défendre ce qui est juste. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez la même colère face à l'injustice, agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien à la lutte d'Amélie. Partagez cette vidéo pour amplifier son message et faire entendre la voix de ceux qui sont réduits au silence. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de ce combat pour la justice. Et dans les commentaires, écrivez « Justice pour tous » pour rejoindre le mouvement. Ensemble, faisons en sorte que l'histoire d'Amélie ne soit pas qu'un scandale, mais le début d'un changement durable. Votre voix compte, alors, qu'attendez-vous?